Thierry Lorrain, bonjour. Bonjour Eden. Donc vous êtes tête de liste pour Cahors Ensemble et Autrement. Oui, tout à fait. Qui se présente pour les élections municipales à Cahors 2020. Oui. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Et vous avez 54 ans. Oui. Tout est juste. Tout est juste. Bon, très bien. J'avais quelques questions à vous poser. Vous êtes soutenu par En Marche. Oui. Donc vous en avez déjà parlé sur votre site. Oui. Mais moi j'ai une autre question, c'est par rapport à comment ça se passe d'être soutenu par quelqu'un. En fait, je vais vous expliquer comment ça s'est passé et quelle a été ma démarche par rapport à cette candidature. Donc quand j'ai décidé de me présenter aux élections municipales, j'ai été rencontrer des gens qui avaient des réelles compétences. Donc j'ai voulu voir dans quel domaine on pouvait intervenir au niveau de la collectivité. Et donc j'ai cherché des gens qui avaient des compétences dans tous ces différents domaines. Et c'était des gens qui étaient pas forcément du même bord que moi, qui n'avaient pas les mêmes sensibilités politiques, et qui étaient de droite, de gauche, du centre. Et donc nous avons constitué une équipe. Et à ce moment-là, j'ai été clair en disant j'accepterai éventuellement les soutiens. Je ne veux pas d'investiture de parti, quel qu'il soit, parce que ça ne pourrait pas correspondre avec les membres de ma liste. Par contre, j'accepterai les soutiens d'abord de partis qui ne sont pas représentés à Cahors. D'autre part, que ça ne soit pas des extrêmes, parce que je ne voulais pas de soutien d'extrêmes. Et je ne voulais pas de contrepartie. Et en l'occurrence, si vous voulez, il y a eu des approches qui ont été faites par des partis qui me demandaient une contrepartie. Et les seuls qui ont répondu favorablement en me disant « non, écoutez, votre programme nous paraît cohérent, les membres de votre équipe nous paraissent très cohérents aussi, donc nous vous apportons le soutien ». Et voilà, et j'attendais d'autres soutiens aussi. J'aurais très bien pu avoir le soutien des Républicains parce que j'ai des gens de sensibilité républicaine, ou du Parti radical parce que j'ai aussi des gens dans ma liste qui sont plutôt des sensibilités radicales. Du coup, est-ce que c'est une démarche passive de votre part? C'est des gens qui vous ont demandé est-ce que vous voulez être soutenu par nous? Ah, j'ai été contacté par les différents partis, si vous voulez. J'ai été contacté par les Républicains, j'ai été contacté par En Marche. Les premiers qui m'ont contacté, d'ailleurs, c'est les Républicains. Ouais. Voilà. Mais si vous voulez, je vous redis, oui. Pas de contrepartie. Et donc, la problématique, c'était, dans certains cas, d'avoir une contrepartie. Oui. Et des postes, notamment. Je comprends bien, c'est juste au niveau, par exemple, de... Les gens vont quand même se poser des questions. Quel est l'intérêt pour eux de vous soutenir, ou vous d'être soutenu par eux? Parce que est-ce que ça vous apporte quelque chose? Non, alors en toute honnêteté, je ne pense pas que ça m'apporte quelque chose. À la limite, ça peut même peut-être me desservir avec la problématique actuelle, notamment sur les retraites. Mais si vous voulez, je trouve qu'il est intéressant quand même, par rapport aux membres de ma liste, de dire voilà, nous avons quand même des sensibilités diverses et variées. Et en fait, l'idée d'avoir, si j'avais pu avoir plusieurs partis qui nous soutiennent, c'était quand même relativement intéressant de dire oui, on comprend le projet de Cahors Ensemble et Autrement. On considère que les gens qui sont membres de cette liste vont apporter quelque chose à Cahors et développer cette ville de Cahors. Donc on leur donne le soutien. Mais si vous voulez, qu'on ne confonde pas, c'est un soutien d'un parti. Mais c'est pas l'inverse, c'est pas nous qui soutenons ce parti. Et d'ailleurs, les décisions qui sont prises par le gouvernement ou par d'autres partis ne nous intéressent pas forcément et nous ne les partageons pas forcément. Oui. Du coup, ce que vous voulez dire peut-être, c'est que vous avez été soutenu par un parti, mais ce qui aurait été bien, et votre idée, c'est que plus de partis vous soutiennent parce qu'ils pensent que votre idée est bonne. Absolument, c'était l'idée. C'était l'idée. Et quand j'ai demandé justement à la presse, en conférence de presse, à ce que les partis qui n'étaient pas représentés s'approchent de nous pour vraiment voir s'ils pouvaient nous soutenir, c'était dans cet état d'esprit-là. Très bien. Bon, après vous dites que vous avez signé la charte anticorps. Oui. Alors la charte anticorps, j'explique très brièvement. Oui. C'est une association loi 1901 oui. qui a été fondée en 2002 par Éric Alphen, qui est un juge, oui. un juge français, et Séverine Tessier, qui fait partie du Parti socialiste puis des écolos, et qui n'en fait plus partie, justement parce qu'elle a refusé de soutenir un candidat vert, on va dire d'écologie Europe, qui paraît-il qui n'était pas très blanc. Voilà. Et du coup, c'est vert ou blanc, vert ou blanc. Oui, c'est ça. Du coup, tous les deux ensemble, ils ont créé cette association et le but, c'est de réhabiliter
la démocratie participative et de promouvoir l'éthique et qui est contre la corruption et les fraudes. Donc en gros, c'est de... Mais pas que ça. Du coup, vous avez décidé de la signer et vous dites que cela, parmi ces promesses, du coup, avec cette signature, c'est que vous serez maire que deux mandats consécutifs. Après, ça vous oblige, si vous voulez, à être uniquement maire ou président du Grand Cahors, mais ça se limite à ça, pas de mandat régional, pas de mandat national, voilà, donc on se limite à ça. Mais il y a quand même d'autres choses, si vous voulez, c'est que on intègre là aussi des membres donc qui seraient élus, qui sont en position minoritaire dans les travaux que l'on va effectuer au niveau du conseil municipal. Ça sollicite aussi les citoyens, dans beaucoup de cas, et ça quand même c'est quelque chose de très important. Donc référendum ou consultation en fonction des investissements qui peuvent être un peu coûteux, on se fixe des limites. Et ça permet aussi d'avoir une éthique en ce qui concerne la transparence, si vous voulez. Je considère que d'abord la ville elle n'appartient pas aux élus. Je le dis assez souvent, elle appartient surtout aux citoyens, et les citoyens doivent pouvoir donner leur avis, mais ils doivent aussi savoir ce qui se passe dans leur cité, et donc avoir une vraie transparence sur les frais qui sont engagés par la municipalité, lorsque éventuellement on a des procès, de savoir si on a gagné, si on a perdu, ce que ça a coûté, de savoir les émoluments aussi des élus, d'avoir aussi des émoluments en fonction des temps de présence des uns et des autres. Je veux dire, un adjoint qui ne viendrait pas à certaines commissions, je considérerais qu'il n'est pas payé, il ne doit pas toucher une rémunération, et elle n'est pas forcément fixe. Donc tout ça c'est prévu dans la charte anticorps. Très bien. Justement, on vient au sujet des commissions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Vous dites que les listes minoritaires qui se présentent aux élections pourront être intégrés aux commissions, même s'ils n'ont pas été choisis par les électeurs, les votants de Cahors. Mais c'est quoi une commission? Alors, il y a deux sujets. Dans la question, il y a deux sujets en fait. Donc, d'abord, une élection, vous savez, il y a une majorité donc qui est élue et il y a des listes minoritaires qui vont avoir des postes. Donc, dans l'idée, si vous voulez, avec cette charte anticorps, et dans mon idée, c'est d'intégrer ces gens-là pour qu'ils puissent participer aux décisions importantes de la ville. Pourquoi? Parce qu'ils représentent une tranche de la population, si vous voulez. Donc, je trouve qu'il est normal de les intégrer. Moi, je serais pas un maire qui dirait, voilà, il y a des gens de l'équipe de Monsieur Vessous, par exemple, qui sont élus. Il y a des gens des Verts qui sont élus ou du Rassemblement national qui feraient partie donc de l'équipe municipale et qu'on n'intégrerait pas pour participer à des décisions. Je trouve que ce n'est pas normal parce qu'il y aura des gens qui auront voté pour eux. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut quand même qu'on puisse écouter leur message. Est-ce que vous voulez dire qu'avant, ça ne se faisait pas, qu'ils n'étaient pas intégrés, les conseillers municipaux qui étaient de la minorité, ils n'étaient pas investis Alors, écoutez, moi j'ai vu quelques conseils municipaux, j'ai envoyé certains de mes colistiers, et j'ai pas trouvé qu'il y ait une grande écoute sur les membres donc qui étaient élus de l'opposition. Et alors après, ils ont peut-être pas non plus agi en sorte pour être écoutés et pour insister sur différents sujets. Mais il y a des sujets quand même qui sont passés, qui à mon avis auraient mérité des réflexions de l'opposition et peut-être que on aurait pu changer les choses. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cette question. Je vous en prie. Après, j'ai vu que vous êtes chef d'entreprise et que vous avez fait une pause. Oui, je vais vous expliquer, c'est très simple. En fait, moi j'avais plusieurs sociétés. Donc j'avais 2 sociétés à Cahors, Copinfort et Technique Bureau, et une société sur Toulouse, Concept Aménagement. Donc j'avais 25 salariés et en fait j'ai décidé de céder mon entreprise l'an dernier. Donc j'ai arrêté mon activité au 25 août de manière à me consacrer donc à cette campagne électorale parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour Cahors et j'avais un vrai projet pour ça. Mais j'ai conservé une société qui s'appelle SLT qui est toujours en activité et qui doit aussi réinvestir sur d'autres projets. Voilà, donc je garde une activité de chef d'entreprise. Très bien. Parce que le maire actuel, donc dans un de ses arguments, c'est que c'est un maire à 100%, qui fait rien d'autre. Oui. Est-ce que vous, si vous êtes maire,
vous serez 100% maire ou vous aurez autre chose à côté? Oui, alors écoutez, je pense que je serai élu et donc à ce moment-là, je me consacrerai pleinement à ma fonction de maire et président du Grand Cahors parce que je serai aussi candidat au Grand Cahors pour plusieurs raisons et on en parlera certainement tout à l'heure. Mais enfin, je dors assez peu, hein, c'est une grande chance. Je dors entre 4 et 5 heures par nuit depuis des années. Hein. Et donc, quand je dis que je serai un maire à 100% de mon temps, en l'occurrence, c'est la vérité. Voilà, donc je travaillerai du matin très tôt, comme je le faisais dans mon entreprise. Moi, je partais à 6 heures du matin et je pouvais terminer à minuit, 1 heure, ça ne me pose aucun problème. Donc, je pense que je continuerai de la même sorte. Bon, mais on va passer au vif du sujet, oui. Après cette intro. Oui. Donc, vous critiquez la municipalité actuelle en disant que la ville est endettée, qu'elle a fait des projets pharaoniques sans consultation. Oui. Alors que c'est important, comme vous le dites. Oui. Il y a un problème d'eau potable, un problème de stationnement, une politique répressive, justement, avec les prunes, oui. Et qu'il y a un manque de dynamisme économique. Oui, ça fait beaucoup de sujets à traiter. Hein. C'est ça. Mais on va les voir en parlant. Tant mieux, parce que s'il faut tout mélanger, on ne va pas y arriver. Oui. Je commence parce que vous parlez en premier dans votre programme, qui est édité sur votre site. Oui. C'est vous parlez de ville participative. Oui. Et qu'il y aura des consultations et des référendums pour les projets importants. Oui. Et est-ce que vous avez pensé aussi à l'autosaisine, que des citoyens peuvent directement saisir le conseil? Oui. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs, dans la question, il y a plusieurs sujets. La première des choses, c'est la consultation, les référendums locaux. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que pour des investissements importants, il y aura une consultation de la population pour savoir si elle considère que c'est prioritaire ou pas, et si c'est justifié. Au-delà de ça, il y aura la possibilité de nous rencontrer les élus, systématiquement, donc il y aura un jour de la semaine où à la fois donc le maire et les adjoints dans les différents domaines, si vous voulez, les spécificités qu'ils auront à gérer seront joignables et donc il y aura en quelque sorte des portes ouvertes pour qu'ils puissent venir et exprimer leur ressenti ou leurs problèmes de manière à ce qu'on puisse les résoudre. Donc ça ça fait partie, si vous voulez, de mon mode de fonctionnement. Mais vous savez, dans mon entreprise, c'était un petit peu la même chose. Les clients pouvaient venir me voir et me dire les problèmes qu'ils rencontraient, mais aussi les collaborateurs. Les collaborateurs, ma porte était toujours ouverte, et chaque fois qu'ils rencontraient des problèmes, ils pouvaient venir me le dire, de manière à pouvoir régler ces choses-là à l'instant T, si vous voulez. Ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes un maire accessible et un homme accessible, oui. Et que vous serez un maire accessible, oui. Et que toute l'équipe le sera aussi. Absolument. Il faut être proche des citoyens, et pour vous donner un exemple, mais à la fois pour les citoyens et pour les collaborateurs aussi, parce que j'ai appris qu'il était assez difficile de rencontrer le maire pour les collaborateurs, les agents donc de la municipalité. Moi personnellement, mes collaborateurs, ils me voyaient à chaque fois qu'ils le désiraient. Alors là, si vous voulez, je me suis engagé, et je le dis, à aller voir tous les collaborateurs, tous les agents, une fois par trimestre, de manière à avoir un ressenti du terrain. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est les gens qui sont dans la rue, qui entendent les citoyens, qui disent ce qui va, ce qui ne va pas. Et à mon sens, il est important de les écouter, donc de les rencontrer et de savoir quels problèmes ils rencontrent au cours de leur journée. Après, vous parlez de Cahors ville verte. Oui. Bon, c'est un sujet qui est souvent... tout le monde en parle. Oui. Donc c'est rien de... C'est d'actualité. C'est d'actualité. Vous dites, par exemple, vous proposez de créer une passerelle au pont Louis-Philippe pour les vélos et pour les passants. Oui. Pourquoi ce pont-là et voilà, pourquoi une passerelle? Alors, en fait, si vous voulez, ça c'est une idée qui a d'ailleurs été reprise par d'autres, mais on en avait parlé, nous, au tout début. Moi, il y avait quelque chose qui me choquait, c'était qu'on a fait des parkings de délestage en périphérie, et qu'en fait, si vous voulez, ils ne sont pas très accessibles. On n'a d'abord pas mis de vélos sur place de manière à ce que les gens puissent venir, poser leur véhicule, prendre un vélo, et accéder à la ville en toute sécurité. Aujourd'hui, si vous voulez, on a un vrai problème donc sur les pistes cyclables. On se rend compte que les gens roulent sur les trottoirs en vélo, les trottinettes c'est pareil. Sur le boulevard, il y a très peu de gens qui veulent rouler. Quand on discute avec des cyclistes, ils nous disent c'est trop dangereux. On a des rues à contresens aussi, où je l'ai vu, rue Clémenceau, où en fait les vélos remontent la rue et les gens qui sont de Cahors sont habitués. Mais en fait, quand il y a des touristes qui ne connaissent pas, ils prêtent pas toujours attention aux panneaux parce qu'ils cherchent leur route et autres, et en fait c'est relativement dangereux. Et sur les trottoirs, n'en parlons pas, vous avez des gens qui sortent des commerces et les vélos qui descendent, des fois à vive allure,
Alors je reproche pas au vélo si vous voulez, hein, mais je pense qu'il est important dans notre ville de faire des lieux sécurisés de manière à ce que on puisse avoir une cohabitation tout à fait intelligente entre les véhicules, les piétons, les cyclistes, et que voilà, tout le monde puisse fonctionner en parfaite harmonie. Et je pense que le fait de faire des passerelles qui permettent d'aller des parkings de délestage directement au centre-ville, donc par des pistes cyclables, par des lieux de piétons aussi, à mon avis, ce serait quand même primordial. Mais l'écologie ne passe pas que par là, si vous voulez. C'est aussi de remettre des véhicules plus respectueux de l'environnement au centre de Cahors, faire en sorte de peut-être végétaliser un petit peu plus la ville, enfin on va peut-être y rentrer, mais voilà, il y a beaucoup de choses en ce qui concerne l'environnement. Très bien, mais justement pour les vélos vous dites qu'il faudra installer des racks à vélo, et ça je comprends, par exemple on va à l'hôpital, on peut garer son vélo nulle part, il suffit d'utiliser des gouttières pour mettre son cadenas. Après vous proposez la location de vélos. Oui, en fait, je me suis rapproché de sociétés, donc j'ai pris des contacts. À chaque fois, si vous voulez, que j'ai annoncé des choses, j'ai pris des contacts pour voir si c'était possible, réalisable et sous quelle forme. Donc, pour vous donner un exemple, donc j'ai contacté une société qui met à disposition des stands, on va dire en quelque sorte, en kit, où vous avez 5 vélos rechargeables. Donc, c'est des vélos électriques parce que quand même il y a une petite partie dans le boulevard qui est montante et que si on a des personnes plus âgées ou autres qui ne sont pas forcément des sportifs, qui puissent prendre un vélo pour accéder en toute liberté au centre-ville. Donc je considère qu'il serait important de mettre ces stands sur différents sites, donc notamment les parkings de délestage, mais proches de l'hôpital, peut-être vers la place aussi Gambetta, d'en mettre vers la gare, de manière à ce que les gens puissent prendre un vélo et se déplacer au centre-ville, aller faire leurs courses et revenir sur ces parkings de délestage pour reprendre leur véhicule tout en posant le vélo, de manière à ce que les autres puissent les prendre à la suite. Très bien. Et vous dites même que les agents municipaux pourraient maintenant commencer à utiliser des vélos. Bien sûr, bien sûr. Alors que jusqu'à présent, c'est des voitures ? Oui, ce sont des voitures. Alors, nous, on a une vraie volonté d'aller sur un parc automobile plus respectueux de l'environnement, et ça, je l'ai dit et je l'ai annoncé. Mais je dis que les agents pourraient travailler avec des vélos, quand on a un climat qui le permet, bien sûr. En ce moment, c'est peut-être un mauvais exemple, vu le temps qu'il fait. Mais ceci dit, je pense qu'on a quand même une belle période de l'année où il fait relativement beau, et où ces agents pourraient profiter d'utiliser des véhicules tels que des vélos ou d'autres types d'appareils plus respectueux de l'environnement. Très bien. Après, je cite je cite en passant parce qu'il y a tellement de choses. Par exemple, notre programme est assez complet, vous voulez dire donc. Oh oui. Oui. Vous parlez du permis de végétaliser, dont parle aussi la liste verte. Oui. Donc les citoyens peuvent planter où ils veulent, enfin aux endroits où c'est possible, pour embellir la ville. Vous parlez aussi de faire des appels à projets qui sont financés par la commune. Oui. Si vous avez un projet intéressant, vous le proposez, et ça peut être financé jusqu'à 50 000 €. Oui, alors si vous voulez, on va mettre une somme d'argent de manière à financer ces projets. Qui peuvent être des projets de différents quartiers, où les gens pourront s'investir pour justement améliorer la vie, le paysage, l'environnement de ces quartiers ou de ces lieux résidentiels. Et après, j'ai juste vu, c'est une petite ligne, mais vous dites que dans les bureaux municipaux, il y aura 0 objet jetable. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de stylo bic? Non, mais si vous voulez, on veut essayer de réduire les déchets. Donc, ça passe par beaucoup de choses. Et déjà, donner l'exemple, si vous voulez. Donc, on va faire en sorte donc d'équiper les collaborateurs pour qu'ils se rendent compte que, voilà, déjà, le premier pas est fait par la collectivité. Très bien. Bon, je passe sur ce sujet parce qu'il est long, mais les gens peuvent... Il est intéressant, mais par contre, si vous voulez, je peux y revenir quand même sur un petit domaine. Vous voyez, je prends un exemple sur la municipalité précédente, la décharge de Brocérias. Il y a au sein donc de l'équipe actuelle des gens qui sont de l'écologie. Depuis 2014, cette décharge a été fermée. Personnellement, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas dépolluée. Ça aurait dû faire partie des priorités. Et quand on se dit proche de l'environnement et qu'on a envie de faire quelque chose pour l'environnement, je trouve que ça aurait été important de faire cette démarche-là.
Donc le bâtiment par lui-même est quand même relativement vétuste, il y a des gens qui travaillent là-bas, vous avez de l'amiante sur la toiture, vous avez lorsqu'il pleut des lixivias qui peuvent s'échapper, partir dans le Barthasek et conduire aussi jusque dans le Lot. Il peut y avoir des infiltrations qu'on pourrait éventuellement reprocher et peut-être retrouver dans la fontaine des Chartreux, pourquoi pas, je ne sais pas, j'ai pas fait les études pour ça, mais je trouve que si vous voulez, quand on veut travailler sur l'environnement, il faudrait le faire dès le départ. Et en 2014, c'est quand même relativement loin. Je pense qu'on aurait pu le faire. Je prends un autre exemple, c'est que quand vous arrivez à Cahors et que vous voyez donc à l'entrée de Cahors des ronds-points qui sont un petit peu à l'abandon, qui ne montrent pas l'image, notamment de la vigne que nous véhiculons quand même tous les jours, puisque le vin de Cahors c'est quand même une image importante. J'aimerais que dans ces ronds-points, il y ait une véritable image environnementale sur la vigne de Cahors. Je prends l'exemple aussi à l'entrée de Cahors, côté Atrium, l'entrée sud. Vous avez une colline donc, qui pose un problème puisqu'il y a de l'argile et que les travaux ont été stoppés. Bon, il faut vraiment faire quelque chose pour ne pas laisser, si vous voulez, dans cette entrée de ville, cette verrue, on va dire, quelque part, qui, à mon avis, pourrait être un lieu où, justement, il y ait une belle communication sur la ville de Cahors et l'entrée de Cahors. C'est quelle colline? Juste à l'entrée de Cahors, vous voyez le rond-point de la Baigne, le premier rond-point, là, vous avez l'Atrium à votre gauche, et en face, il y a eu des travaux de démarrer, mais il y a un problème sur ce terrain, puisqu'il y a de l'argile, et que la menace d'une chute, si vous voulez, de la colline, pose problème, donc je peux le comprendre, et je l'entends, sauf que depuis 3 ans maintenant, je crois, rien n'a été fait. Voilà, donc je pense qu'il faudrait se rapprocher du propriétaire pour trouver une solution et faire en sorte que cette entrée de ville soit un peu plus paysagée. En santé, j'ai juste relevé une chose parce que voilà, il y a beaucoup de choses que vous dites, mais en santé, vous dites qu'il n'y a pas assez de médecins à Cahors. Peut-être que vous n'êtes pas le seul à le dire. Non. Et que, par exemple, à l'hôpital, il y a 15 postes qui pourraient être pris, qu'il manque 15 médecins, oui, spécialistes ou pas, oui, et que vous proposez d'attirer plus de médecins en les aidant à s'installer. Oui, oui. Alors en fait, si vous voulez, je ne suis pas le seul à dire ça, mais c'est surtout que j'ai des membres dans ma commission et dans mes commissions qui sont relativement impliqués à ce niveau. Donc j'ai Thierry Debreu qui est un médecin des urgences, responsable des urgences. Vous avez aussi Françoise de Mexmoron qui elle donc est formatrice aussi pour des internes donc en médecine. Et qui me relate ces faits-là, si vous voulez. Donc on a beaucoup discuté ensemble pour essayer de trouver des solutions et faire venir des gens, de manière à éviter ce désert médical. Moi dernièrement j'ai eu un souci à un œil, je suis allé donc chez Ophtalmo, heureusement que je connaissais parce qu'il y avait un monde de fous, et je me dis c'est assez compliqué, a priori il y a la liste d'attente de 2 mois voire 3 mois, je pense que c'est assez problématique. Les pédiatres à Cahors c'est pareil, il y en a peu. Donc on veut attirer des familles, famille dit aussi petite enfance, il faudrait peut-être aussi développer le médical pédiatrique au niveau de Cahors, et puis je pense que voilà, au niveau des spécialités c'est pareil, au niveau cardio je crois qu'on a aussi une insuffisance donc en termes de médecins, il faut vraiment trouver des solutions à ce niveau. Ouais. Vous dites ophtalmo, 2 mois d'attente, moi ce que j'ai vu, c'est plutôt 6 à 8 mois, voire plus. D'accord. Ouais. Bon. Ça dépend de... oui, ils sont moins nombreux, et j'en connais 3 sur Cahors, donc voilà, c'est assez problématique. Bon, maintenant je voulais parler d'un long sujet, je vais essayer de résumer au début, oui, pour pas que ça dure 2 heures. Oui. C'est par rapport aux taxes. Oui. Alors, ce que j'ai lu, c'est que Cahors est trop taxé, vous donnez beaucoup de chiffres, donc il y a une grande recherche oui, que les gens peuvent aller voir s'ils veulent. Bien sûr. Je vais passer dessus parce que c'est trop long, oui, mais en gros, je résume, taxe foncière, vous dites qu'il faut la faire baisser, le taux de la taxe foncière, vous dites, vous promettez 3%, oui, et vous fixez 10% sur le mandat, vous allez essayer, oui, sur la durée du mandat. Je ne vais pas essayer, je vais réussir. D'accord. Mais en tout cas, c'est 3% dès le départ. Oui. Vous allez le faire dès votre arrivée à la mairie. Comment? Après ça, c'est important parce que dire qu'on va baisser les taxes, ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui rentre. Oui. Mais vous dites comment ça peut se faire en baissant les dépenses inutiles. L'indemnité des élus, vous pensez aussi... Oui, bien sûr, vous la baissez de 20%. Oui, oui. Ah, mais il y a beaucoup de choses, si vous voulez. Déjà...
y a, je pense, une méthode à avoir. Je vais vous donner un exemple, mais dans une entreprise, quand vous manquez de revenus, que vous voulez vous développer, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher des nouveaux clients, d'accord, pour essayer d'avoir une rentrée financière supplémentaire. Dans la municipalité présente, c'est pas ce qui s'est passé, si vous voulez. Il y a eu une augmentation des taxes, et elles sont à peu près de l'ordre de 22% durant les 2 mandatures du maire sortant. Donc en fait, il y a une première augmentation de 10% la première année, souvent elle est occultée, hein, et donc le taux est monté de manière importante, et ensuite, si vous voulez, donc ça a continué à monter par le biais de l'augmentation des bases qui sont données par les services fiscaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la municipalité, l'année précédente, sait de combien la base va augmenter. Donc si on le veut réellement baisser, on peut le faire. Et il faut savoir quand même qu'en 2007, le montant donc, de la collecte, par exemple sur la taxe foncière, était de l'ordre de 7,5 millions. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 11,9 millions. Donc ça veut dire qu'on a rentré de l'argent supplémentaire. Et on l'a rentré sur une population qui s'est réduite pendant des années. Donc en fait, il ne faut pas faire ça. Il faut aller chercher des nouveaux porteurs de finances. En l'occurrence, on donc développer des entreprises qui vont permettre de payer davantage, faire venir des habitants qui eux aussi vont contribuer davantage, et donc qu'il y ait une meilleure répartition de la fiscalité. Bien sûr, au-delà de ça, ça passe par de l'économie. Et si vous voulez, j'ai quand même regardé pas mal les comptes. Bon, il y a quand même des dépenses qui sont peut-être pas toujours justifiées. Pour vous donner un exemple, il y a un bâtiment qui a été fait, un bâtiment test, un témoin, qui s'appelle le bâtiment Sudoé. C'est un bâtiment qui coûte 1,2 million. Je ne sais pas trop à quoi il sert. J'ai essayé d'en parler au débat pour savoir vraiment ce à quoi ça servait. Ça coûte 590 000 € à la collectivité. Je pense que c'est peut-être pas une dépense nécessaire et qu'on aurait pu baisser de la fiscalité plutôt que de faire ce type d'investissement. Après, il y a eu des choix qui ont été faits par la municipalité, le musée, le cinéma. Est-ce qu'il fallait aller sur des sommes aussi importantes pour l'un comme pour l'autre? Est-ce que, par exemple, la place qui a été faite et qui coûte 3,6 millions, si mes souvenirs sont bons, était nécessaire et judicieuse par rapport au cinéma? Personnellement, je ne suis pas contre le cinéma, et je l'ai dit, je le crie haut et fort, les gens l'interprètent souvent mal, mais n'y avait-il pas d'autres solutions? Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de refaire le cinéma à l'ABC pour un moindre coût, et de faire, il y avait eu un projet de 650 places, là nous avons 1050 places je crois, il y avait aussi un projet en périphérie d'un porteur privé, voilà, donc est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire porter au Grand Cahors plutôt que de le faire porter uniquement à la ville de Cahors, et donc qui va incomber à une augmentation de fiscalité sur Cahors? Voilà, c'est toutes ces questions-là que je me pose, et je me dis, j'aurais fait différemment. C'est pour ça que quand je dis Cahors ensemble et autrement, d'abord ensemble j'aurais sollicité la population pour savoir ce qu'elle en pensait, et autrement, je pense qu'on pouvait faire autrement et qu'on aurait dû faire autrement. Très bien. En fait, je voulais savoir par rapport à l'indemnité des élus. Oui, oui. Proposer de baisser l'indemnité, ça veut dire quoi? Alors, mais c'est très simple. Déjà, nous, tous les élus, tous les membres donc de mon équipe sont des gens qui travaillent ou qui ont une retraite pour certains. Voilà, moi j'ai eu une activité importante toute ma vie au niveau de mes entreprises. J'ai cédé mes entreprises et personnellement, j'attends pas d'argent de la collectivité pour vivre. Donc, on va baisser les indemnités des élus de manière à montrer aussi le geste et avoir une véritable orientation pour montrer aux gens que on n'est pas là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour avoir des postes. Je l'ai bien dit à mes adjoints et les futurs élus, attention, nous on est là pour un vrai projet, et nous-mêmes on va montrer qu'on va faire de l'économie. Il y a de la sous-traitance qui est aussi démesurée à Cahors, à la ville de Cahors. Ben, on va réduire cette sous-traitance. Très bien. Donc l'indemnité des élus, je reviens pour informer les gens. Oui. Par exemple, le maire il gagne 3300, je crois, quelque chose comme ça. Alors, vous savez, c'est assez compliqué. Le maire, il a un pourcentage qu'il peut toucher sur un certain montant. Donc, je crois qu'il est à 92 ou 93% de ce montant-là. Il pourrait prendre entre 60% et 95%. Bon, on va pas travailler comme ça. Nous, on affichera clairement les indemnités des élus, ce qu'ils perçoivent, donc le montant réel. Voilà, comme ça au moins ça sera clair. Et nous, on va diminuer ce montant-là de 20% pour tout le monde. Ah oui, d'accord. Oui. Très bien. Oui. Sinon,
Maire de Cahors, c'est 3300 pour le Grand Cahors. Oui. C'est le président du Grand Cahors? Oui, président du Grand Cahors. C'est la même chose. Donc le maire actuel, il gagne 6600 environ. Oui. C'est ce que j'ai vu dans les comptes. Oui. Très bien. Je prendrai beaucoup moins. Bien moins. Bon, c'est une bonne nouvelle que, voilà, en temps de crise, que chacun propose de... Faut montrer l'exemple. Faut montrer l'exemple. Ouais. Faut montrer l'exemple. Et puis, je vous dis, il va falloir faire de l'économie. Parce que ça va pas être facile, hein. Donc il y a peut-être des choses que l'on faisait qui étaient peut-être pas très intéressantes. On va les arrêter. Et par contre, on fera des choses qui seront peut-être moins coûteuses, mais qui rapporteront beaucoup plus à la collectivité. Très bien. Je repars sur les taxes. Oui. Vous dites aussi que vous allez faire baisser la CFE. Donc la CFE, je l'explique pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la contribution foncière des entreprises. C'est ça. En gros, c'est une taxe foncière pour les gens qui sont chefs d'entreprise ou qui ont un commerce. Oui, toutes les entreprises payent de la CFE. Avant, il y avait une taxe professionnelle, on appelait ça la taxe professionnelle. Elle a été supprimée donc, et remplacée par la CFE, qui comprend deux taxes en fait. Hein, la CET, la contribution économique et territoriale, et la CVAE, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc cette taxe, en 2014, on va en parler rapidement si vous voulez, l'État donc s'est désengagé et a dit aux collectivités, c'est vous qui décidez en fonction de certaines tranches de chiffre d'affaires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la collectivité, donc le Grand Cahors, parce que ça c'est une taxe qui est décidée par le Grand Cahors, la collectivité a décidé de mettre la tranche maximale dans toutes les tranches de chiffre d'affaires. Bon, si vous voulez, les commerces qui étaient à peu près à 600-700 euros de CFE se retrouvent aujourd'hui à payer 2004 voire 2008. Et donc forcément, ça pose un problème en termes de rentabilité et d'économie. Ouais. Encore sur les taxes, donc je voulais en parler de deux autres dont vous parliez. Vous dites que la taxe sur le remplacement des ordures ménagères, vous allez baisser de 5%. Oui. Oui. Et après, vous parlez d'une autre taxe qui est assez intéressante. Je ne la connaissais pas bien avant d'avoir cherché. C'est la GEMAPI. Oui. Donc, c'est la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Oui. Donc, c'est une taxe que vous dites qui est facultative. Absolument. Que 35% des communes ont décidé de l'instaurer. Bien sûr. Il y a certains qui ne l'utilisent pas, qui ne le mettent pas en option. Ah, c'est 35% des entreprises, des communes qui l'ont instauré, qui ne l'ont pas instauré. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais peu importe, il y a des communes qui ont décidé de la mettre en place et d'autres pas. Et à l'occurrence, Cahors a décidé de mettre en place la taxe GEMAPI. Très bien. Alors je me suis posé une question, parce que je le vois un peu comme une critique, que pourquoi Cahors l'a instauré, mais j'ai vu que cette taxe a été mise en place en 2014. Oui. Et je me suis dit, Cahors, étant donné que c'est une ville de l'eau, parce qu'elle est entourée, que c'est une taxe qui peut être utile pour gérer les berges et plein de choses. Oui, absolument. Alors, le tout est la collecte de ces fonds, de les remettre dans le domaine aquatique. La réalité, c'est celle-là. Et ne pas de la remettre dans le budget principal. Et en l'occurrence, donc, je crois que la collecte s'élève à 450 000 euros sur l'année précédente. Elle est dans le budget principal. Elle devrait être remise dans le budget vraiment du domaine aquatique. Quand vous me parlez des ordures ménagères, je vais juste vous reprendre un élément qui est très important. C'est le rapport de la Chambre régionale des comptes qui indique qu'il y a un dépassement donc, de la collecte par rapport à ce qui devait être versé, donc ce qui est reversé. Et en l'occurrence, donc, il y a un delta très important. Je crois qu'il est de l'ordre de 2,3 millions, qui n'a pas, qui est un excédent de budget. Et le maire actuel indique donc dans le rapport de la Chambre régionale des comptes qu'en effet, il aurait pu baisser la taxe des ordures ménagères parce qu'il a une collecte nettement supérieure à ce qu'il reverse. Voilà. Très bien. Bon, toutes ces informations, on peut les chercher vraiment en détail parce que justement, vous détaillez tellement bien. Mais il faut être précis si vous voulez. Je crois que pour que les citoyens soient bien au courant des choses, de ce qu'ils payent, pourquoi, il faut être précis et donner les éléments en toute transparence. Très bien, j'avais une autre question par rapport à la GEMAPI. Justement, ça m'a un peu... Je me suis dit, vous proposez de la baisser. Oui.
mais pas de l'enlever, de l'annuler. Non, parce que si vous voulez, je pense qu'il faudrait s'en servir pour faire quelque chose au niveau des berges du Lot. Il faudrait en faire quelque chose aussi au niveau du traitement peut-être du Bartasec, hein, puisqu'on a une problématique. Alors là, c'est quelque chose, un sujet que je ne comprends pas non plus, puisque en 2013, donc les propriétaires autour du Bartasec avaient été conviés à une réunion avec un rétroplanning qui leur avait été communiqué, où en fait il devait y avoir une action qui démarrait donc en 2014, qui devait se terminer en 2020. Nous sommes en 2020, il ne s'est rien passé. Et quelle a été l'incidence? C'est que économiquement, ça a bloqué le développement de l'entreprise, puisque là-bas, le domaine est quelque part figé. Très bien, merci. Un autre sujet, c'est le stationnement. Alors, vous en parlez beaucoup. Alors, oui. On va essayer de faire. C'est parce que j'ai pris beaucoup de PV, en fait, j'en parle beaucoup. Vous n'êtes pas le seul. Ah, vous voyez. Ouais. Alors, je résume donc, vous dites que dans la majorité des villes en France, le forfait post-stationnement est aux alentours à la moyenne, hein, est autour de 10 PV par place par an. Oui. Qu'à Cahors, après un calcul très clair que les gens peuvent aller voir, vous dites qu'à Cahors c'est à 16. Oui. Et que du coup, à Cahors, on a une politique de stationnement répressive qui nuit à l'attractivité. Les gens, touristes qui viennent, où est-ce qu'ils se garent? Ils se garent mal, ils prennent une prune. C'est pas qu'ils se garent mal, c'est qu'en fait, ils payent, mais des fois, ils ont un dépassement de l'ordre de 2 ou 3 minutes, et qu'à ce moment-là, ils prennent... oui, c'est ça. Le vrai problème, c'est celui-là. C'est ça. Et que... Donc, Cahors, quand même, c'est une ville spéciale, puisqu'elle a de base des problèmes de stationnement, vu qu'elle se retrouve un peu comme une île. Et qu'est-ce que vous proposez du coup Alors déjà, si vous voulez, ça a été confié à une société privée, et quand on le confie à une société privée, bien sûr, on n'a plus la main dessus. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Donc, en l'occurrence, c'est une société qui est basée à Maastricht. Bon, voilà, le choix qui a été fait, c'est pas un choix qui me convient. Moi, personnellement, je pense qu'il faut remettre une police digne de ce nom, police municipale, et qui aurait des fonctions un peu étendues. Donc, c'est pour ça que je me suis entouré donc de quelqu'un de très compétent en la matière, qui est l'ancien commandant donc de la brigade de recherche du Lot, et qui travaillait beaucoup donc en collaboration avec la police, voilà, donc maîtrise bien ce sujet, tout ce qui est incivilité, insécurité. Donc personnellement, je pense qu'il faut remettre des agents dans la ville. C'est un côté dissuasif, si vous voulez, de manière à ce que les gens se sentent beaucoup plus en sécurité, qu'il y ait moins d'incivilité, parce qu'il y en a quand même pas mal. Au-delà de ça, si vous voulez, il va falloir étendre un petit peu leurs fonctions. Nous proposons une brigade cinéphile. Pourquoi cynophile, pardon, j'ai dit cinéphile. C'est le cinéma qui m'a perturbé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand vous avez un chien, c'est très dissuasif. Ne serait-ce que quand il y a des manifestations ou autres, des concerts ou autres. Mais voilà, il y a beaucoup moins de problèmes parce qu'en général, la peur du chien fait que ça calme pas mal. En matière de stupéfiants aussi, lorsque vous avez un chien, il détecte facilement donc tout ce qui est dealer. Hein, donc en général, ça fait fuir un petit peu cette problématique-là. Et puis par rapport au commerce, quand ils voient des agents en ville qui leur apportent certaines sécurités, je pense que c'est positif. Donc ça a été confié à une société privée. Je peux vous dire que en moyenne, les forfaits post-stationnement, les PV, donc on va les appeler comme ça, sont de l'ordre de 80 à 100 000 euros dans des villes de la même strate. J'ai d'ailleurs sur mes tracts bien précisé les villes et le montant des PV par rapport au nombre à la population. Nous sommes les champions d'Occitanie. En 2018, le montant était de 292 000 euros de PV payés. Et au-delà de ça, l'année 2019, alors là, la municipalité avait prévu dans son budget, je ne sais pas ce qu'ils ont atteint, mais ils avaient prévu dans leur budget 400 000 euros. Donc là aussi, je trouve ça relativement démesuré. Ça incite cette société à mettre des PV, on va dire à tire-larigot, excusez-moi l'expression. Mais et vous avez des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller chercher leur ticket, que déjà ils ont pris un PV. Donc voilà, c'est une vraie problématique répressive et je pense qu'il faut arrêter ça. Donc nous allons occulter cette société puisque le contrat se termine donc en décembre 2020. Donc dès que nous serons en place, nous ferons un courrier recommandé pour arrêter ce contrat à l'échéance.
Et nous remettrons en place cette police. Mais par contre, nous étendrons une gratuité parce que je considère qu'il faut 1 heure de gratuité pour que les gens puissent venir faire 4 courses en ville, acheter la baguette de pain, récupérer des affaires au pressing et partir sans avoir pris un PV, un minimum. On mettra de la gratuité, on a dit, le mercredi matin parce qu'il y a le marché et le samedi pour inciter les gens à revenir en ville. Parce qu'on a fait fuir les gens du centre-ville. Ça pose un problème économique et il faut régler ce problème. Ah, très bien. Aussi, vous dites que si on paye rapidement notre PV, ce sera moins cher. Oui, oui. C'est pas mal aussi. Oui, c'est pour inciter voilà, les gens à payer tout de suite. Bon, c'est une démarche particulière. Je vais juste dire au passage un autre problème auquel personne n'en parle, c'est que quand on se prend un PV et qu'on va au bureau pour essayer de se faire enlever parce qu'on a une raison réelle on peut se justifier. Par exemple, justement, on était allé chercher un ticket et qu'il a fallu un quart d'heure pour trouver une machine qui marche. C'est pratiquement impossible qu'ils nous enlèvent parce que le PV est déjà parti. C'est une rapidité foudroyante. On n'a pas 10 minutes pour se faire, pour essayer de récupérer le coup. Oui, pour donner raison. Non, mais je sais. Mais c'est le vrai problème et je l'ai dénoncé et je peux vous dire qu'on le remettra en cause. Voilà. Très bien. Parlant de l'eau, alors c'est court si possible. C'est que, tout le monde le sait, à Cahors, tous les ans, il y a des problèmes d'eau potable, ou alors pas disons d'eau potable, mais d'eau qui est trouble, et qui peut créer des problèmes de digestion. Porteuse de germes, en effet. Vous avez une solution? Bien sûr que j'ai une solution. Alors, si vous voulez, déjà, on va dire la période de crise, comment elle a été traitée, personnellement, je considère que c'est pas du tout adapté. Parce que pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, venir chercher des bouteilles d'eau, moi, je considère que c'est pas du tout la bonne solution. Donc, au-delà de ça, j'ai fait des recherches. Des gens m'attaquent en me disant que c'est pas possible. Moi, j'ai un devis en main d'une société, Veolia, pour ne pas la citer, qui nous a proposé donc une machine. Alors, j'ai tenu compte, si vous voulez, des volumes qui sont pompés par la ville de Cahors. Il faut savoir que sur ces volumes, c'est 3 millions de mètres cubes par an. Ces 3 millions de mètres cubes, il y en a un peu plus d'1 million qui est revendu à d'autres syndicats. Et pour la ville de Cahors, il y a 2 millions qui restent. Nous avons fait les calculs donc de la pompe qu'il faudrait et du système qu'il faudrait, et Veolia nous a proposé donc une unité d'ultrafiltration mobile, comme il le place par endroit, durant la construction, si vous voulez. C'est pas une solution pérenne que je propose. Dans un premier temps, c'est d'abord de trouver une solution lorsqu'il y a le problème de turbidité de l'eau. Donc ils sont très réactifs, ils nous ont dit que sous 48 heures ils étaient capables de mettre en place ce genre de matériel, de manière à régler le problème sur 3, sur 4 semaines, 2 semaines, suivant la période que ça dure. Pour 4 semaines, j'ai un devis qui coûte 85 000 €. Donc je pense qu'on aurait peut-être pu faire ça. J'ai estimé, grosso modo, à une demi-bouteille versée par habitant par jour, sur la période de 4 semaines, les derniers épisodes de décembre, on peut considérer qu'il y en a eu entre 45 et 55 000 € de dépenses. Donc on aurait eu cette unité d'ultrafiltration mobile pour 85 000 €, ça aurait permis de donner de l'eau du robinet à tout le monde sans qu'il y ait de problème de turbidité, et en évitant qu'ils viennent chercher des bouteilles. Je pense aux personnes âgées surtout, si vous voulez. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est l'usine d'ultrafiltration. Il faut en faire une. Donc, et il faut creuser, faire un appel d'offres, une demande bien précise sur un produit qui sera bien spécifique à Cahors. Et par contre, dans le cadre de cet appel d'offres, proposer donc à la société qui sera retenue, donc dans le même appel d'offres, une machine provisoire, si vous voulez, mobile, de manière à éviter une nouvelle période de pluviométrie importante et avec cette turbidité qui est problématique. Ouais. Très bien. Je vais juste dire, Roland Hérault en parle aussi, et le maire actuel, dans son programme, propose aussi cette unité d'extrafiltration. Est-ce que c'est le même projet? Est-ce que vous savez si la différence entre le projet? Alors M. Hérault parle de choses, mais il ne donne pas de chiffres. Il dit on aurait pu mettre, j'ai vu Suez qui propose des solutions et tout, mais on n'a pas de prix. Moi j'ai demandé des devis, si vous voulez, pour avoir quelque chose de précis. Et d'ailleurs, vous irez sur notre site et vous pourrez voir tous ces éléments-là avec des preuves à l'appui. Donc, personnellement, je maîtrise pas suffisamment le dossier, et je le dis, pour être sûr de l'usine qu'il faut. Donc, il va falloir faire intervenir des techniciens pour savoir précisément
précisément quel est le produit à mettre en place. Et après, on aura les devis correspondants. Donc, à ce jour, on annonce 12,5 millions. Moi, je sais qu'il y avait une annonce qui avait été faite en 2013 qui était de 7 millions d'euros. Donc avec beaucoup plus de syndicats reliés, hein, donc là aujourd'hui ça va être sur un nombre d'abonnés beaucoup plus restreint, donc ça à mon avis ça pose problème et l'attentisme fait qu'on n'a pas fait les choses au bon moment. Moi j'arrive pas à comprendre, si vous voulez, le maire sortant nous annonce que ça sera fait en 2023, il dit qu'il faut 8 ans pour la mise en place. Écoutez, c'est pas ce que j'ai vu moi, on m'annonce que c'est 3 ans de maxi, donc maintenant je comprends mieux si vous voulez parce qu'il l'a fait en 2019, en décembre, lorsqu'il y a eu ce problème de turbidité. Il a annoncé qu'en 2023 ce serait fait. Personnellement, je pense que s'il avait voulu le faire avant, il aurait très bien pu le faire dès sa première mandature, voire la deuxième. Et ce serait en place depuis bien longtemps. Ouais. En tout cas, je crois que maintenant, il se rend compte que c'est une priorité parce que tout le monde en parle. Oui, mais c'était vraiment une priorité. Alors, on a fait passer le bâtiment Sud-Ouest, on a fait passer le musée, on a fait passer le cinéma. Moi, je crois que, si vous voulez, la santé publique est primordiale. Voilà, donc ça fait partie des priorités. Très bien. Bon, maintenant, je voulais aborder le sujet de la sécurité, mais que vous avez déjà abordé. Un peu abordé, en effet, oui. Du coup, mais vous avez aussi parlé dans votre programme qu'au lieu d'avoir 9 agents municipaux de la police municipale à Cahors, on l'augmenterait à 12 ans. Oui, je veux qu'il y ait une amplitude horaire beaucoup plus importante, de manière à ce qu'on voit un peu plus d'agents de la police municipale dans la ville, donc sur une étendue d'horaire nettement supérieure. On va aussi développer le système de vidéo, parce que aujourd'hui, je me suis un petit peu renseigné, mais si vous avez quelqu'un qui commet une infraction dans une certaine rue, on peut éventuellement le voir passer d'un point à un autre, mais s'il connaît le lieu des caméras où elles sont disposées, il peut s'échapper en toute tranquillité. Donc, à mon avis, si vous voulez, il faut travailler un peu différemment. Il faut mettre des caméras aux entrées et aux sorties de la ville, de manière à pouvoir interpeller quelqu'un qui s'échapperait par un biais ou par un autre. Donc là, on va travailler pas mal à ce sujet. Et c'est vrai que je vous disais tout à l'heure que j'ai donc Yvan Oblique, pour ne pas le citer, qui était donc dans la gendarmerie, qui connaît très très bien ce sujet-là, qui veut mettre en place des conventions avec la police municipale, mais aussi la police nationale et la gendarmerie, de manière à ce que tout le monde travaille dans le même état d'esprit et qui est vraiment une disponibilité et une activité, on va dire, des uns et des autres dans le bon sens pour éviter toutes ces insécurités ou incivilités à tout moment. Ouais. C'est juste une aparté, mais c'est des idées que j'ai vues à droite et à gauche. Oui. Et par exemple, à Hong Kong, oui. Ils mettent dans beaucoup de bâtiments, il n'y a pas de caméra parce que ça coûte trop cher d'en installer partout. Oui. Mais partout, vous verrez des yeux qui sont dessinés, marqué que vous êtes surveillé, ou qui met une phrase disant faites attention à ce que vous faites. Et le fait qu'il y ait cette œuvre, psychologiquement, les gens se sentent surveillés, ça coûte 0 €. Oui, c'est une bonne idée. Et il y en a une autre, c'est les fausses caméras, c'est-à-dire que les délinquants ne savent pas quelles caméras sont des vraies, quelles sont des fausses. Bien sûr. Du coup, on peut en mettre beaucoup plus, puisque la moitié, ce sont... Je l'ai eu fait dans des magasins. Ah oui. Ouais, et ça marche très bien, en effet. Ça marche très bien, bien sûr. Voilà, j'en arrive au dernier point, c'est votre campagne. Ça m'a beaucoup surpris, l'efficacité dans la présentation des chiffres, le vrai travail de fond pour donner des informations concrètes, et pas basées sur des... Voilà, qui soient sans chiffres. Après, vous avez une équipe très active. Moi, qui habite en centre-ville, je les vois sur le marché. En majorité, il y en a plus d'une personne et qui vont directement voir les gens. Ils portent des gilets bleus avec le nom de votre liste. C'était une vraie volonté pour qu'on nous identifie assez rapidement. Et vous n'avez pas fait de politique avant? Jamais. Non. Alors comment vous avez réussi? Vous avez un architecte pour la campagne, quelqu'un qui... Pas du tout, non. En fait, si vous voulez, j'ai un petit peu travaillé comme dans une entreprise, en quelque sorte. Donc j'ai essayé de chercher des gens qui ont des réelles compétences dans les différents domaines, ce qui nous a permis de travailler les différents sujets.
Donc j'avais besoin de quelqu'un au niveau de la fiscalité, je me suis rapproché de quelqu'un qui maîtrise bien la fiscalité des collectivités. J'avais besoin donc de travailler sur le social, j'ai Françoise qui s'occupe de la cohésion sociale, j'avais besoin de quelqu'un pour l'environnement, j'ai cherché quelqu'un qui ait vraiment des compétences dans ce domaine-là. Et donc ça nous a permis de travailler, et si vous voulez, je le disais tout à l'heure, moi je passe beaucoup de temps à travailler, à étudier les chiffres, à regarder. On a ressorti toutes les délibérations qui ont été prises des conseils municipaux depuis 2008, de manière à savoir toutes les décisions qui avaient été prises, qu'est-ce qui avait été évoqué, quel sujet avait été travaillé, et vraiment se poser les bonnes questions et travailler les sujets à fond. Parce que si vous voulez, je considère qu'il faut vraiment apporter cette précision aux citoyens. Si on base notre argumentation sans preuve, sans éléments concrets, je vois pas l'intérêt. Moi, j'essaie de dire des choses qui sont la réalité, la vérité, et voilà. Donc, je fais des réunions de quartier où j'explique les choses aux gens en toute gentillesse, mais concrète, si vous voulez. Voilà, c'est le but. Et donc, tous mes collaborateurs de la liste ont des réelles compétences dans les différents domaines. Donc, ils ont bien travaillé les sujets, et moi, j'ai participé à toutes ces commissions de manière à bien connaître les sujets. Bien. J'ai oublié, je voulais vous demander, que pensez-vous des autres listes qui se présentent? Est-ce que vous avez des points communs avec eux? Est-ce que vous pensez qu'elles soient sincères? Voilà. Écoutez, la démocratie, c'est le fait que tout le monde puisse se présenter avec ses propres idées et avec son propre travail. Bon, moi, en l'occurrence, je considère que nous avons travaillé, et d'ailleurs, vous le dites, vous en parlez et vous le constatez, donc je crois que nous avons travaillé plus que certains. Parce que nous avons fait des recherches et que nous apportons des vraies réponses sur les différents sujets. Donc après, qu'il y ait des similitudes, oui, je pense que si vous voulez, le constat de l'échec au niveau du stationnement, tout le monde peut en parler. La problématique de l'eau, tout le monde peut en parler. Mais par contre, nous apportons, si vous voulez, des chiffres à l'appui pour dire quel est le véritable problème sur le stationnement, quel est le véritable problème pour l'eau et comment on peut le régler. Voilà, le vrai travail, c'est celui-là. Donc les autres listes, oui, elles sont là, elles sont des listes démocratiques, elles se présentent, mais je ne suis pas certain qu'elles aient travaillé autant que nous. Très bien. Et j'espère que les citoyens s'en rendront compte. Oui. Maintenant, je voulais savoir, là c'est plutôt d'un point de vue didactique, oui. Je me suis rendu compte, je me suis posé la question comment les listes qui se présentent au municipal font pour gérer leur budget et comment elles sont financées. Et je me suis rendu compte que quand même il y a une forme d'injustice, mais je sais pas, je dis ça a priori, entre ceux qui sont organisés, qui ont une bonne équipe. Bon, ça c'est normal parce que c'est un travail, mais au niveau du budget, par exemple vous êtes chef d'entreprise, donc c'est clair que vous allez pouvoir avoir de l'argent à investir dedans, et d'autres listes qui peuvent être aussi très intéressantes, mais qui sont plus jeunes, on va dire, des gens qui sont débutants dans la vie. Je pense par exemple à la liste verte, oui. Où ils n'ont même pas un local. Vous avez un local, vous avez pu imprimer, vous avez pu avoir des gilets, ça fait très pro. Comment est-ce qu'on peut voir un équilibre entre les différentes listes, pas au niveau du fond, de la qualité, mais au niveau des moyens? D'accord. Alors, si vous voulez, il faut savoir une chose, c'est que chacun finance sa campagne comme il le désire. Donc, il y a des gens qui sont appuyés par des partis, qui ont l'investiture de partis. En l'occurrence, le maire sortant est PS, donc il est financé par un parti. Moi, en l'occurrence, c'est pas le cas, et donc c'est moi qui finance la campagne. Et je suppose que M. Hureau doit financer lui-même aussi sa campagne, et comme d'autres. Après, vous pouvez faire appel à des colistiers. Voilà. Moi, j'ai dit, je suis candidat, je veux faire quelque chose pour Cahors, cette ville donc où j'ai étudié, où je suis né, où j'ai étudié, où j'ai créé mes entreprises. Et quelque part, le fait de mettre de l'argent pour cette campagne, c'est quelque part redonner un petit peu à ma ville. Je l'ai fait par d'autres moyens, si vous voulez, parce que pendant des années, j'ai été sponsor de clubs sportifs, d'associations et autres. Mais là, si vous voulez, j'ai dit, je mets de l'argent personnel, si vous voulez, pour cette campagne. Après, il faut savoir qu'il y a un remboursement de 40% de la somme qui a été allouée par la personne si elle fait plus de 5%.
Donc j'espère que les autres candidats feront plus de 5% et qu'ils seront remboursés à hauteur au moins des 40%. Voilà, personnellement, je ne le fais pas dans cet état d'esprit-là. Je crois que quand on a vraiment une envie de s'investir pour une ville ou la collectivité, oui, on met un peu d'argent. En l'occurrence, le premier tour doit être aux environs de 27 000 € et on peut aller, je crois, à 36 ou 37 000 € sur le second tour. Bon, voilà, c'est un investissement personnel. Quand on a une véritable conviction, je crois qu'il faut aller au bout des choses et si ça coûte un peu d'argent, ça coûte un peu d'argent. Voilà, c'est pas trop grave. D'accord. Très bien. Donc, j'ai cru comprendre aussi que pour ce type d'élection, il y a interdiction pour les personnes morales, c'est-à-dire si c'est pas une personne physique. Oui. Elles ne peuvent pas... Non, les entreprises ne peuvent pas financer. Oui, les partis politiques, du coup... Ah si, les partis politiques financent. Ils peuvent financer. Oui, bien sûr. Oui. Mais les entreprises, non. Il faut que ce soit des particuliers. Donc vous avez été financé par personne? Ah non, je suis financé par personne. C'est Thierry Lorrain qui finance la campagne. D'accord, donc voilà. Très bien. Mais là, pour finir, j'ai des questions d'ordre général. Oui. Vous m'avez pas beaucoup parlé d'économie. Je suis désolé, allons-y. Non, mais c'est un sujet quand même qui est important parce que vous voulez, je crois que si on veut développer Cahors, il va falloir développer l'économie à Cahors. Personnellement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de magasins qui ont fermé. Si vous avez pris la rue Foch dernièrement, vous voyez qu'il y a beaucoup de magasins fermés. Il y a une cathédrale qui a fermé, en face de la cathédrale, une pharmacie qui a fermé. Un petit peu plus bas, il y avait un marchand de sacs qui vient de fermer. Dans la rue de la préfecture, des magasins qui sont fermés. Quand on prend la rue du Portail-Alban, beaucoup de magasins fermés. Bon, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose pour ça. Donc, notre volonté, vous le savez, c'est de créer une agence de développement économique, je l'ai dit. Voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que cette agence, elle aura vocation à aller chercher des porteurs de projets, à mettre en relation des bailleurs de manière à trouver des locataires et qu'on puisse installer des entreprises et des commerces à la fois en centre-ville et en périphérie. Voilà, donc on va faire ce genre de choses. On va travailler aussi sur des zones de localisation pour la CFE. Vous voyez par exemple une rue qui serait un petit peu en difficulté, je prends l'exemple de la rue Nationale ou la rue du Portail-Alban. On aura la possibilité d'adapter la CFE pour ces commerces-là de manière à redynamiser. Voilà, donc c'est des choses que l'on veut faire. Il y a une association aussi qui a été créée par la CCI, qui s'appelle Revlot, qui a apporté 450 000 € justement pour développer le commerce de cœur de ville. Et en l'occurrence, nous allons nous entrer dans cette association. Le Grand Cahors et la mairie de Cahors a refusé d'y participer. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est dommage parce que cette association apportera des fonds, comme on le fait un petit peu avec une autre association qui s'appelle Initiative Lot, dont je suis vice-président, et où on apporte des prêts d'honneur, de manière à ce que les entreprises puissent démarrer une activité, on va dire, un petit peu plus facilement de manière financière. Voilà. Oui, vous dites que vous avez créé un conseil. Oui. Le terme que vous avez dit, Non, une agence de développement économique. Une agence. Oui. Et cette agence, qu'est-ce qu'elle va apporter par rapport à... Imaginez, je suis un jeune chef d'entreprise. Ce sera un guichet unique en fait. Oui. Vous êtes chef d'entreprise, vous arrivez à Cahors, vous dites je voudrais créer quelque chose sur Cahors. Vous allez avoir cet interlocuteur, cette agence qui va prendre en compte votre problème, qui va dire ok, qu'est-ce que vous cherchez comme locaux, quelle taille, quel est votre budget maximal, est-ce que vous avez contacté des banques, est-ce qu'on peut vous monter un prévisionnel. Voilà, elle va vous aider dans la démarche. Vous cherchez un terrain pour construire, elle peut vous trouver des terrains parce qu'elle aura connaissance donc à la fois des locaux à louer, des terrains disponibles, du foncier. Voilà, c'est une vraie démarche qui aussi permettra d'aller, notamment à Toulouse, chercher des porteurs de projets qui seraient à la recherche de lieux pour s'implanter. Et à l'heure actuelle, vous pensez que la Chambre du commerce et de l'industrie ne peut pas tenir ce rôle, non? Si, bien sûr, on va travailler en collaboration avec eux, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers. L'idée, c'est de travailler avec les chambres consulaires, justement parce qu'ils ont la compétence, qu'ils ont la maîtrise de ces sujets-là, et qu'ils ont aussi les contacts, à la fois avec les banquiers, Banque de France et autres. Donc, ils connaissent aussi les locaux à louer. Donc, tout ça, c'est important. Très bien. On travaillera avec eux. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bon courage. Merci.